La bataille de Rosepart du 5 novembre 1757, au début donc de la guerre de 7 ans, constitue, ça c'est bien connu, un véritable traumatisme non seulement pour l'ensemble du personnel militaire, mais aussi pour l'opinion publique, qui, jusqu'à cet événement, percevait encore les descendants des glorieuses troupes de Louis XIV comme absolument imbattables. Alors que leur gloire pâlissait, celle de Frédéric II ne cessait au contraire de grandir. Avec cette guerre, il acquit la réputation dans toute l'Europe de tacticien moderne et de commandant de guerre héroïque. Les graves déficits de l'armée française, qui étaient apparus au grand jour lors de cette guerre, conduisaient les généraux à s'intéresser de plus près à l'organisation de l'armée prussienne après les signatures des traités de paix de 1763, afin d'y déceler les secrets de leur victoire. À partir de nombreuses études réalisées à cette occasion sur l'armée frédéricienne, devait être élaboré un programme de réforme tendant à améliorer leurs propres troupes. C'est ainsi que se développa dans les années d'après-guerre, et ce jusqu'à la mort du roi de Prusse en août 1786, un véritable tourisme militaire en direction de la Prusse, auquel contribua pour beaucoup la fascination des Français pour Frédéric le Grand. C'est dans ce contexte qu'il faut donc situer le voyage d'Hippolyte Jean-René d'Heemskerck, marquis de Toulonjon. Lorsque cet officier et ses compagnons de voyage arrivèrent en mai 1786 à Potsdam, les derniers jours du vieux Frédéric étaient comptés. Afin de dissimuler autant que possible sa faiblesse corporelle au public, le roi tentait de se tenir éloigné des regards curieux des visiteurs et des voyageurs, mais cependant, les officiers français ne purent résister à la fascination, ne serait-ce que d'apercevoir un instant ce héros extraordinaire. Alors même qu'une visite officielle au Malade Royal ainsi qu'une visite du château de Sanssouci dans lequel il résidait leur était refusée, ils n'hésitèrent pas à transgresser l'interdiction. Excités comme des gamins, ils se cachèrent avec l'aide du gardien du château derrière une palissade afin de pouvoir admirer l'espace d'un instant la silhouette de ce grand guerrier de loin tout au moins. À part cette anecdote, ce volumineux rapport rédigé par le marquis de Toulonjon sur son voyage en Prusse en avril et en mai 1786 nous livre un aperçu précis sur la richesse et la diversité des connaissances que les observateurs français ont acquises sur place. Nous faisons référence ici à 2 manuscrits. Le premier constitue un récit de voyage assez traditionnel, comprenant de nombreux commentaires et anecdotes sur la vie de la cour et dans la ville de Berlin. Ce compte-rendu nous livre des portraits assez sincères de plusieurs membres de la famille royale, offrant un tableau pertinent, riche d'indications relatives à l'histoire des mentalités et à l'histoire culturelle. Mais le principal mérite de ces développements se trouve dans le second manuscrit, plus volumineux encore que le premier, qui nous fournit une description précise et extrêmement détaillée du militaire prussien que Toulonjon compare de manière systématique avec l'organisation de l'armée française. Nous ne savons malheureusement rien d'une éventuelle réception de ce texte, c'est-à-dire d'une éventuelle utilisation de cette expertise afin de concevoir des projets de réforme véritablement applicables. Ces manuscrits, qui avaient été confisqués par les révolutionnaires au château de Champlitte en 1792 et que l'on retrouvera plus tard à la bibliothèque de la ville de Vesoul, ont été publiés pour la première fois en 1881 par les historiens Jules Finot et Robert Galmiche-Bouvier, avec un autre texte d'un de ses compagnons de voyage. L'auteur de ce dernier texte se révélera être Ladislas de Disbar, qui s'était rendu lui aussi à Potsdam en 1783. La qualité de ces observations lui valut d'être citée dès 1797 dans les fameuses Observations sur l'art de la guerre de Georg Heinrich von Behrenhorst. Cependant, malgré la richesse de l'analyse fournie par le marquis de Toulonjon, il semblerait que ce document n'ait attiré que très peu l'attention jusqu'à présent. Au vu de nombreux rapports sur l'armée prussienne, sur ses tactiques, ses manœuvres, son organisation, etc., et qui ont été rédigés après la guerre de 7 ans par des officiers français lors de leur voyage en Prusse, les réflexions de Toulonjon font preuve par leur précision et leur diversité d'une solide connaissance des forces et des faiblesses de l'armée prussienne. Cette expertise illustre combien les militaires français étaient à la fois inquiets, mais aussi agacés et aussi fasciné par cette nouvelle machine de guerre apparue dans le nord de l'Allemagne. Le rapport de Toulonjon nous offre donc par sa profusion et le choix des thèmes traités un exemple, on va dire, typique de l'image de l'armée prussienne et en particulier frédéricienne que les voyageurs militaires français diffusèrent au sein de leur propre armée mais aussi dans l'opinion publique en France à partir de 1763. En outre,
Pour les experts envoyés en Prusse en mission dans le but de servir l'armée française, la question se posait de savoir dans quelle mesure la Prusse pouvait-elle constituer un modèle pour certaines réformes à réaliser au sein de l'armée française, quelles limites devaient être apportées à une éventuelle imitation de ce modèle et, ou encore à quel type de résistance se heurtait-elle, donc cette imitation. Je vais commencer par un premier point concernant le caractère donc exemplaire du rapport de Toulongeon. Ces documents relèvent tous du même genre de texte que l'on peut qualifier d'études techniques traitant de l'organisation du militaire prussien. Parmi ces textes, il faut distinguer d'une part les descriptions détaillées de la structure et de l'organisation de l'armée prussienne et celles relatives aux manœuvres ayant souvent suscité des réflexions plus poussées sur la tactique militaire. Les considérations de Toulongeon peuvent être réparties en 4 groupes thématiques donc différents. Un premier groupe rassemble celles qui diffusent la multitude d'images déjà connues de Frédéric en tant qu'absolutiste, machiavéliste, philosophe, héros de guerre, etc. Deuxièmement, il s'agit de constatations faites sur place par Toulongeon et ses compagnons de voyage, les obligeant à corriger les préjugés, en particulier en ce qui concerne la position sociale et par exemple l'aisance économique de l'officier prussien, qui se révèle vivre en fait bien moins modestement qu'il ne le pensait à l'origine. Troisièmement, il compare la constitution militaire prussienne avec la leur dans l'espoir d'y trouver l'inspiration nécessaire pour élaborer des projets de recherche dont le but essentiel est donc d'améliorer leur propre armée. Et enfin, quatrième groupe d'arguments, ils décrivent dans un langage hautement technique la manœuvre auquel ils ont eu l'autorisation d'assister. Étant donné que depuis la fin de la guerre de 7 ans, le regard comparatif des militaires français constitue la caractéristique essentielle de leur récit de voyage, c'est cet aspect-là que j'ai situé donc au centre des réflexions qui vont suivre. Le but des experts militaires en mission était en effet de rassembler pendant leur séjour sur place le maximum de connaissances techniques sur l'armée prussienne, considérée comme très glorieuse, voire même comme invincible, et de s'en inspirer afin de concevoir donc des propositions concrètes de réforme dans leur propre armée. Le rapport de Toulongeon présente de manière donc exemplaire les principaux thèmes sur lesquels se sont penchés les officiers français qui s'intéressaient à la Prusse à la fin de l'Ancien Régime. Dans ce contexte, on peut décrypter les stratégies qui se dissimulent derrière cette perspective comparative. Il faut souligner ici en particulier l'effet de miroir de leurs réflexions. Les analyses comparatives rédigées par les militaires français visaient à adopter en les adaptant certaines institutions ayant fait leur preuve dans le système prussien. Mais cependant, le discours élaboré par les experts véhiculait encore les stéréotypes habituels négatifs comme positifs du brave Germain et du français guidé par l'honneur. Tout ça, ce sont des choses que vous avez entendues donc hier. Il les conduisait ainsi à s'interroger sur leurs propres faiblesses et au-delà de ça sur les particularités de l'esprit national des soldats français et de la constitution militaire traditionnelle de la France. Les images de l'autre renvoyaient donc par conséquent à leur propre image. Les traits de caractère stéréotypés d'une nation qui contribuèrent à l'apparition d'une nouvelle identité nationale française posèrent donc des limites au processus d'imitation d'un savoir militaire purement technique, alors même que l'efficacité de celui-ci était unanimement reconnue. Par conséquent, les réflexions des experts militaires, même lorsqu'elles portaient sur des aspects techniques de l'armée prussienne relative à la tactique, l'artillerie, la cavalerie, la discipline, les manœuvres, etc., nous offrent plus qu'un simple manuel technique de stratégie applicable et adaptable, et ce malgré la minutie, la précision et l'étendue de cette technicité. En effet, on distingue derrière ces expertises, en sous-texte, d'une certaine façon, une confrontation particulièrement intense avec le concept de la nation française qui se décline en termes d'esprit national ou de conscience nationale. Le marquis de Toulongeon, qui avait servi dans l'armée au début de la guerre de 7 ans, était, lors de son voyage en 1786, lieutenant général de l'armée française. Plus tard, il devient président de la noblesse dans le bailliage d'Amont, près de Vesoul en Franche-Comté, et représentant de la noblesse lors des États généraux. Il rejoignit le tiers-État le 25 juin 1789. Les questions relatives à la réforme militaire l'occupaient encore lorsqu'il stigmatisa dans ses discours devant l'Assemblée nationale en
octobre et en décembre 1789, la conscription comme l'expression des systèmes despotiques et des républiques. Il fut accompagné dans son voyage en Prusse par les officiers Custine, de Lambeck, de Mirabeau, de Vitry, de Damas et de La Ferté. Ainsi qu'il était devenu courant depuis les défaites françaises lors de la guerre de 7 ans, il se rendait à Potsdam afin d'assister aux manœuvres désormais célèbres de Frédéric. Je souligne ici qu'ils n'ont assisté aux manœuvres que Frédéric a bien voulu leur accorder de voir. Leur mission, constituant à formuler à partir de ces observations des propositions dans un but d'améliorer leur propre armée, présupposait donc chez ces visiteurs d'excellentes connaissances du militaire français, ce qui illustre en particulier donc la qualité exceptionnelle des analyses qu'ils ont fournies. En tant que haut officier, Toulonjon remplissait évidemment cette condition de compétence. Déjà en 1777, dans un ouvrage intitulé « Réflexions sur l'état actuel du militaire français », il s'était exprimé de manière très critique quant aux multiples réformes initiées et s'était penché sur les propositions de réforme conçues par le comte de Saint-Germain, alors ministre de la guerre et chef, il l'était déjà plus, mais chef du nouveau parti réformateur au sein de l'armée. Ainsi que le célèbre comte de Guibert, il qualifiait de nuisibles les incessantes réformes de la constitution militaire. Son programme de réforme s'inspirait donc très fortement des structures traditionnelles de l'armée française. Il lui paraissait plus important de l'améliorer plutôt que de la transformer. C'est sur la question du recrutement de force et sur ses échecs avérés qu'il se montra donc le plus virulent. Cet élève, donc critique en quelque sorte du comte de Saint-Germain, partageait avec ce dernier une certaine forme de prussophilie. Son intérêt pour le militaire prussien le conduisait à porter un regard attentif et minutieux, mais non dépourvu de sens critique, donc, sur l'organisation et les manœuvres qu'il a pu étudier sur place. Cependant, tels que nous l'avons mentionné plus haut, ces descriptions, malgré leur extrême qualité, sont restées des papiers privés, conservés au château familial, donc jusqu'en 1792. L'exil du marquis en juin 1792 à Vienne, où d'ailleurs il mourut, explique sûrement pourquoi ses concitoyens ont ignoré ces ouvrages. Après avoir plaidé dans un texte de 1786 pour la création d'une armée nationale et avoir souligné expressément la force patriotique de celle-ci face à une armée prussienne constituée soi-disant d'esclaves, il perdit évidemment, je pense que ça semble évident, en entrant au service des Habsbourg, toute crédibilité aux yeux de ses contemporains révolutionnaires. Et même si ces écrits ont finalement porté peu de fruits, ils sont quand même pour nous instructifs en ce qu'ils reflètent les domaines qui posaient le plus de soucis aux experts français de cette époque. Ils reflètent en effet l'esprit du temps à la fin de l'Ancien Régime et en particulier les contradictions au sein même de la noblesse d'épée. C'est en effet dans ce domaine que se sont exprimés à la fois les vœux de réformes les plus généreux de la part d'un certain groupe de privilégiés, des réformes perçues, encore une fois, comme absolument nécessaires, mais c'est là aussi que l'on rencontre la crainte dont j'ai parlé vite fait hier, la crainte la plus profondément enracinée de trop s'éloigner de la tradition administrative du grand siècle. Il ne s'agit pas seulement de la crainte de compromettre le rang de la France dans les rapports de force européens, mais surtout de la peur de perdre leur propre, évidemment, position jusque-là dominante au sommet de la hiérarchie sociale. En outre, les débats relatifs aux réformes au sein de l'armée donnèrent lieu à des luttes de pouvoir entre les partisans de la tradition et les pionniers de la tactique moderne. Les rapports de force existants jusqu'à ce jour entre l'ancienne haute noblesse et une nouvelle génération revendicatrice issue essentiellement de la basse noblesse menaçaient de s'effondrer. Au sein même donc de la noblesse, ces deux partis se livraient à un combat assidu que Bernard Kroner a qualifié de réaction internobiliaire. J'arrive donc à mon deuxième point, le militaire prussien. 2 points, modèle possible pour former l'armée française, point d'interrogation. Toulonjon introduit sa comparaison entre les armées prussiennes et françaises par la déclaration d'intention suivante. Je cite : « La force, la constitution, la composition de l'armée prussienne sont assez connues aujourd'hui pour me dispenser d'en parler. Mon objet est de mettre seulement en évidence les moyens qui, pouvant s'accorder avec le génie, ou plutôt l'habitude de notre nation, et avec la composition de notre armée, la rendraient mieux constituée, plus
instruite et plus manœuvrière. Au dire de son auteur, donc, le but n'était donc pas de proposer une grande réforme générale du système traditionnel pour le remplacer par quelque chose de complètement nouveau, mais bien plus de réfléchir aux moyens possibles permettant de corriger les défauts de cette institution autrefois si glorieuse. On retrouve ici donc exprimée cette peur invoquée plus haut et aussi peut-être aussi une certaine sens affiné, d'une certaine forme de sens affiné de la diplomatie vis-à-vis des conflits d'intérêts au sein de la noblesse d'Europe, de la noblesse d'épée, pardon, qui ne sont pas nés en 86, mais qui existaient déjà depuis longtemps. Selon lui, donc seul un ministre éclairé et prévoyant serait capable de manier le militaire en France. On perçoit donc dans ces mots une critique implicite largement répandue à l'époque, formulée contre les réformes de l'ancien ministre de la guerre, Saint-Germain, qui avait poursuivi celles déjà initiées par le duc de Choiseul. Dans la déclaration d'intention de Toulonjon, on distingue donc le dilemme du parti réformateur et les limites de l'efficacité de la comparaison. Se font face ici, d'un côté, l'attitude conservatrice craintive et de l'autre, la conscience de devoir mettre en œuvre des changements devenus indispensables. Cependant, les officiers poursuivirent leur analyse comparative. Ils s'intéressèrent en l'occurrence aux questions relevant de la discipline, de l'obéissance et de la dite subordination, aux chances d'avancement au sein de la hiérarchie militaire, au coût des compagnies, à la formation des soldats, ainsi qu'à celle des officiers, et enfin au coût d'entretien des troupes en temps de paix. En introduction, Toulonjon constatait que la force de l'armée prussienne reposait sur la personnalité de son capitaine. Il constituait selon lui le premier maillon de la hiérarchie militaire qui remplissait une honorable fonction clé en raison de l'obéissance de ses soldats, de son rôle exemplaire et du respect dont il jouissait, des frais supportables pour sa compagnie, sa position sociale prestigieuse, son rôle dans le domaine de la formation, etc., etc. Donc le capitaine prussien incarnait à leurs yeux la police, la discipline et l'instruction. Une telle argumentation tendant à valoriser les officiers et les sous-officiers était donc typique à cette époque. En effet, alors que les représentants du plus haut commandement militaire étaient déclarés responsables de la déroute de la France lors de la guerre de 7 ans, les héros dits subalternes, quant à eux, jouissaient d'une très grande considération. Avant même la fin de la guerre, le ministre de la guerre de Belle-Île soulignait le rôle de ces défaites de la constitution militaire et en particulier de ses caractéristiques les plus problématiques telles que la vénalité des charges et les privilèges d'État. Son successeur, le duc de Choiseul, voulait ouvrir l'accès au poste supérieur de la hiérarchie militaire pour les officiers expérimentés et une telle valorisation des expériences personnelles et du mérite individuel n'avait jusqu'alors jamais été pratiquée de la sorte en tous les cas. Elle contredisait en effet les principes fondamentaux de la société d'État et en particulier les privilèges de la noblesse d'épée au sein même de l'armée d'Ancien Régime. Les tendances réformatrices militaires reflétaient ainsi les conflits d'intérêts politiques et les discussions qui menèrent à de violentes luttes de pouvoir au sein même de la société française à la veille de la Révolution. Ces perspectives contradictoires causaient aussi à Toulonjon de graves soucis, comme nous le verrons donc par la suite. Une des principales questions débattues par les experts militaires concernait la composition des troupes et par conséquent la structure de la dite constitution militaire et en particulier le rapport en pourcentage entre les nationaux et les étrangers en leur sein. Afin de lutter efficacement contre l'énorme taux de désertion, on s'efforça de stimuler l'esprit de solidarité entre les soldats qui devait éveiller en eux des sentiments patriotiques. En outre, se posait la question des coûts qui devaient être consacrés au financement des troupes. En Prusse, signalait Toulonjon dans son rapport, les nationaux ne restent que 6 semaines par an dans l'armée. Le reste de l'année, ils le passent chez eux à travailler, à faire des enfants, dont le plus grand nombre servira également à remplir les troupes de la Prusse. Et ces mots rappellent en effet la citation que nous avons eue hier de Mirabeau, comme quoi la Prusse était un pseudo-État militaire. Les soldats étrangers qui ne doivent pas non plus quitter l'armée doivent donc travailler. Ce système permettait, donc toujours selon les dires de Toulonjon, de réaliser toute une série d'économies, car le capitaine était rémunéré avec les soldes économisés de cette façon.
En outre, les 10 mois et demi de l'année où les soldats pouvaient donc travailler permettaient d'éviter le désordre et les troupes entre soldats au sein même des régiments dont la cause majeure était souvent l'oisiveté en fait. Enfin, ce système avait l'avantage que ces soldats temporaires ne passent pas suffisamment de temps à l'armée pour en être dégoûtés. Tout ça, ce sont des propos de Toulongeon dans son rapport. Tout ceci contribue donc au maintien du bon ordre, de la discipline et constitue une bonne prévention contre la désertion. En résumé, et je cite donc Toulongeon, de toute cette constitution, il résulte que les capitaines sont riches, paisibles et heureux, que les subalternes travaillent avec la certitude de le devenir, que le soldat national étant un citoyen tranquille pendant 10 mois et demi de l'année, est soldat sans répugnance pendant 6 semaines, que le travail des champs, le bon air qu'il respire, la liberté dont il jouit en font un homme bien constitué, propre à soutenir de grandes fatigues. Le libertinage des villes ne corrompt pas sa santé et ne détruit pas ses forces. Notre observateur était donc absolument convaincu de l'exceptionnelle efficacité de l'organisation militaire prussienne. Rien de plus robuste, je cite, de mieux sous les armes, de mieux tenu, de mieux discipliné, de plus instruit que le soldat prussien. Cependant, les mots choisis laissent le lecteur quelque peu perplexe. Je cite, « Ces divisions de l'armée prussienne sont de grands troupeaux dont les officiers sont des bergers, les bas officiers sont leurs chiens qui regardent et courent sans relâche. » C'est alors que l'auteur se voyait confronté au motif même de son voyage qui était de savoir si la constitution militaire prussienne devait servir de modèle à celle de la France. Je cite, « Voyons maintenant s'il n'est pas possible, à l'aide toutefois de la constitution que je viens de proposer, s'il est donc impossible d'amener les officiers français à servir de manière à rendre cette même constitution possible et avantageuse à l'État et à eux-mêmes. » Sur la base de ces observations, Toulongeon formulait donc dans son rapport quelques propositions de réformes caractérisées, certes par leur certaine sévérité, mais aussi par la rigueur, qui devait être tout de même supportable, car les compagnies devaient s'investir financièrement aussi plus qu'auparavant. Même s'il ne doutait aucunement des chances de succès et de la nécessité de ces réformes, on perçoit dans ses propos quand même une certaine inquiétude. Depuis que l'armée française avait perdu sa place au premier rang des puissances européennes, la question se posait de savoir si la balance des pouvoirs entre les pays, la durée de la paix et la situation interne du pays garantiraient à la France une sécurité suffisante permettant à son gouvernement de réduire la taille de son armée sans prendre de risques. L'expert militaire qu'il était, faisait ainsi référence aux problèmes majeurs relatifs à la nouvelle place de la France au sein du système des États européens. Les succès remportés par la France lors de la guerre d'indépendance des États-Unis lui avaient certes quelque peu redoré son blason, mais les victoires sur mer ne firent cependant pas oublier les déficits flagrants de son infanterie et de sa cavalerie qui se trouvaient donc au cœur de l'analyse comparée de Toulongeon. Face à cette situation critique, Toulongeon considérait que deux solutions différentes étaient possibles. Soit il fallait donc transférer dans l'infanterie française le principe sur lequel reposait l'organisation prussienne, c'est-à-dire revaloriser le rôle du capitaine, soit il fallait supprimer la vénalité des compagnies. Toulongeon connaissait bien évidemment les débats sur la vénalité des charges et des offices. Il savait aussi que les réformes proposées dans cette voie-là, en raison surtout du comportement du ministre de la Guerre de Saint-Germain en 1776, étaient jusqu'alors toutes vouées à l'échec. Il poursuivit donc en précisant ses propositions qu'il fondait en première ligne sur la qualité des hommes. Les soldats devaient, selon lui, s'illustrer par l'amour-propre, l'ambition, le goût du métier. En outre, un nouveau type de lieutenant devait être créé. Il touchait ainsi au cœur du problème, c'est-à-dire les hommes, et en particulier les Français, car en fin de compte, il n'était question que d'eux, et uniquement d'eux, au milieu des difficultés rencontrées à chaque réforme envisagée. Les propositions nées de la comparaison, faite avec cette formidable armée prussienne, pouvaient être aussi minutieuses, utiles et prometteuses de succès que possible. Elles se heurtaient toutes à l'affirmation suivante, je cite, « Chaque pays, chaque régime. On ne peut avoir en France qu'une armée française. On ne change pas les mœurs d'un pays avec les plus belles ordonnances. Il faut se contenter d'en tirer le meilleur parti qu'il est possible. » L'armée française, contrairement aux soi-disant
troupeau de moutons prussiens, que nous avons donc cité plus haut, serait une armée nationale. Je cite, « Alors que notre infanterie vaudra mieux que celle des Prussiens, elle sera nationale, la leur ne l'est pas. Nos officiers sont aussi braves que les leurs et sont plus intelligents. » Cette supériorité serait même reconnue par les Prussiens eux-mêmes, car, je cite, « Cette nation estime la nôtre ». Et nous reviendrons plus tard sur l'importance du caractère national de l'armée française. Enfin, afin que les troupes puissent mieux apprendre à se mouvoir sur le champ de bataille le plus rapidement, de la manière la plus ordonnée et la plus efficace possible, il serait donc nécessaire de s'entraîner corporellement sans relâche. Ainsi, les officiers devraient apprendre, toujours selon Toulongeon, à reconnaître en un seul regard, tel un joueur d'échecs expérimenté, la tactique la mieux appropriée parmi toutes celles possibles. Des études techniques et des exercices corporels, donc le fameux dressage des corps dont nous avons parlé hier et qui est l'objet donc du livre d'Arnaud Guynier, devaient être conjugués ensemble afin de conduire au succès. C'est pourquoi suit un autre texte, donc le troisième dans l'édiction que j'ai utilisé, comprenant une explication détaillée de toutes les manœuvres auxquelles Toulongeon eut l'autorisation d'assister à Berlin, à Potsdam, à Magdebourg en avril et en mai 1786. J'en arrive à mon troisième point et je suis bientôt à la fin de ma communication que j'ai intitulé « Le génie ou l'habitude de notre nation ». Donc ça, c'est une partie de la citation que je vous ai citée plus haut. « Les limites du modèle fixé par le discours sur la nation ». Suivant l'exemple des manœuvres prussiennes, furent prévues en France en temps de paix de grands rassemblements militaires afin de permettre aux officiers d'apprendre à diriger leurs troupes. Lors de ces exercices, qui devaient être jugés par des inspecteurs, la question se posait, donc les critiques s'élevèrent contre cette pratique, soulignant qu'on ne pouvait porter de jugement sur la valeur d'une armée en ne retenant que sa propension à se soumettre à la discipline du drill. Pour les théoriciens militaires modernes tels que le comte de Guibert, il ne suffisait plus de connaître les classiques antiques pour commander une armée, alors que chacun de ses mouvements devait être réglé, comme on l'a vu hier, comme une horloge. Cette vision mécanique de l'art de la guerre, privilégiée par certains auteurs, en particulier les auteurs pro-prussiens, mais pas seulement, suscita de très vives réactions, aussi bien parmi les officiers subalternes que parmi les experts militaires, qui, au nom du caractère national de la France, stigmatisèrent les partisans de cette méthode qualifiée d'étrangère, de faiseurs ou même de sectaires prussiens. Suite aux violents conflits qui eurent lieu au camp de Vaucieux en 1787 et 88 et surtout après en 1789, l'opinion selon laquelle la discipline asservissante du Nord était absolument incompatible avec le génie de la nation française. Chez Toulongeon aussi, l'esprit national et la constitution militaire française jouaient un rôle fondamental. Il les érigea en échelle de mesure d'après laquelle furent évalués les éléments prussiens qu'il déclarait utiles à l'amélioration de la situation en France. En l'occurrence, s'ils pouvaient être considérés comme applicables adéquatement et adaptables. Là où les principes sur lesquels reposait l'organisation de l'armée française entraient en conflit avec un intérêt politique plus grave, c'est-à-dire avec la position sociale dominante et les privilèges de la noblesse, alors à chaque fois, les tentatives réformatrices se heurtèrent à des obstacles infranchissables. Claudia Opitz-Bellacca l'a montré dans son étude sur les résistances face aux réformes militaires dans le corps des officiers français entre 1760 et 90, que l'accent mis sur la singularité de la constitution militaire nationale avait constitué un instrument efficace, elle parle de formule, pour faire barrage à toute tendance modernisatrice et, entre autres, et égalitariste de toute politique ministérielle réformatrice. Cette combinaison de sentiment national et de conscience de classe devait être comprise comme ayant constitué le principal argument contre les velléités de puissance du pouvoir central qui fut utilisé à la fois par la haute et par la basse noblesse, mais aussi par le parti anti-prussien, par le parti pro-prussien. Donc chacun se sert de cet argument en fonction de ses besoins, on va dire. D'après elle, d'après Opitz-Bellacca, la réalité prussienne n'avait finalement aucune importance. Cette thèse doit être, à mon avis, confirmée en ce que la relation conflictuelle avec l'altérité, qu'elle soit prussienne ou venant d'un autre pays, finalement peu importe, obligeait les Français à s'interroger sur leur propre identité nationale. Il s'agit donc ici d'une première étape de la
d'une formation de la conscience nationale française, et ce, avant même qu'éclate donc la Révolution française. Or, au vu de la précision du savoir rassemblé sur l'armée prussienne et l'adaptation effective et couronnée de succès de certains éléments dont on a vu un aspect donc hier, on peut affirmer que la Prusse n'a pas uniquement servi de prétexte à un conflit purement internobiliaire, mais qu'elle a effectivement aussi servi dans certains domaines de modèle en France. Donc un résultat quand même différencié. En effet, au-delà de 1789, 92 et 1806, certaines traces de ces éléments, soi-disant prussiens, ont ressurgi ou sont complètement adaptés, intégrés au modèle, intégrés en France, ont obtenu une coloration nationale telle que finalement ils ne sont plus distingués comme étant étrangers, mais comme faisant partie intégrale de l'armée française, dont on a vu donc un exemple hier avec le fusil. Je dirais qu'en conclusion, donc, une conclusion mitigée, on va dire, la Prusse un modèle pour la France, oui, mais dans le domaine militaire, la question de savoir si la Prusse a joué un rôle de modèle dans les années 1760-70, en particulier sous la direction des ministres de la Guerre, Choiseul et Saint-Germain, peut être répondue sans hésitation par l'affirmative. Si il y avait bien certaines voix qui s'élevèrent pour s'y opposer, ainsi donc qu'en témoigne la longue dispute entre les partisans de l'ordre profond, prétendument typiquement française, et les partisans de l'ordre main stigmatisés comme étant typiquement prussien, le parti prussien formé autour du comte de Guibert gagna le dessus après les manœuvres lors du camp de paix de Vaucieux en 1778, alors même que celles-ci finalement ne furent pas très convaincantes. Le principe de l'ordre mince fut alors entériné par l'importante ordonnance du 1er août 1791. Cependant, pour la majorité des officiers, le système idéal constituait en fait un mélange des deux méthodes. Le major de Keraglio et le colonel de Bohan comparèrent les deux pour finalement les fondre l'un dans l'autre. Ils gardèrent le meilleur des deux systèmes et travaillèrent à élaborer sur cette base un métissage qui fut repris par la suite par presque tous les généraux de la nouvelle armée nationale lorsque la guerre éclata donc en avril 1792. On peut donc percevoir dans l'armée française une certaine acculturation particulièrement subtile du savoir étranger puisque provenant initialement de la Prusse. Mais ce savoir semble s'être si profondément transformé que son altérité semble avoir complètement disparu. En tous les cas, n'est plus reconnu en tant que tel. C'est pourquoi les révolutionnaires et par la suite Napoléon considérèrent certains aspects du militaire prussien comme typiquement français. En fait, ils n'ont plus reconnu le caractère prussien. Même la discipline, et en particulier le drill et la peine corporelle, tels que les coups de Platzap dont on a parlé hier, ont inspiré les ordonnances françaises telles que celle du 25 mars 1776. Et ce, malgré les troubles violents que suscita ce châtiment soi-disant inhumain et antinational. Pourtant, dans d'autres domaines, l'armée française se montra si réfractaire qu'on ne peut plus s'étonner de l'absence de résonance accordée en fait aux écrits de Toulongeon. Enfin, contrairement aux écrits militaires des années 60 et 70 dans lesquels il était sans cesse question de la personnalité du roi de Prusse, de ses victoires, de ses exploits héroïques, il n'en est fait aucune référence dans le rapport de Toulongeon et de ses compagnons de voyage. Leur intérêt a été tourné uniquement vers les fondements de la puissance militaire prussienne, c'est-à-dire le système cantonal, la discipline tactique, l'artillerie, la cavalerie, les manœuvres des troupes, et malgré son efficacité financière et ses succès militaires, finalement, il constituait à leurs yeux un État finalement quand même militaire qu'ils ne voulaient en aucun cas imiter. Merci de votre attention.